Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la toute première émission de la nouvelle chaîne d'information économique Horatio.tv que nous lançons aujourd'hui avec grand plaisir. À l'heure de l'infobésité, Horatio TV cherchera à ralentir le rythme sur le créneau de l'information économique de proximité. On s'empêchera de suivre tous les sujets pour ne retenir que ceux en profondeur et ce sera le credo de notre chaîne. Une chaîne généreuse, ouverte, qui mettra l'accent sur la pluralité des intervenants, des chefs d'entreprise, comme là aujourd'hui, mais aussi des acteurs économiques, des élus, des représentants de la société civile. Tout ça sera de mise et comme une naissance se fait en général avec des parents, on félicite les parents, effectivement, et aujourd'hui on a des très beaux invités, des intervenants de haut vol, et c'est de très bon augure pour cette chaîne que nous lançons. Alors, je vais vous citer tous les intervenants qui vont succéder durant cette soirée, et puis nous reviendrons avec les invités que j'ai ici sur le plateau. Alors, nous avons Idemad, qui est vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, André Deljari, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Nous aurons également Jean-Marc Oluski, qui est le nouveau président du MEDEF Hérault Montpellier. Donc, nous aurons également Yann Fortunato, dirigeant de Racine de France, Roman Guibert, dirigeant du MAS de Domas-Gassac, Laurent Goz sera avec nous également, vice-président à l'économie de Perpignan Méditerranée. Voilà. Et pour démarrer cette émission, le grand forum des décideurs, je vous en rappelle la thématique: innovation, management, investissement, développement durable. Quelle nouvelle donne pour notre territoire? Nous allons en débattre avec mes premiers invités et je suis ravi d'accueillir à cette table ronde Agathe Boisdin, présidente de Pacific Pêche, Mathieu Massot, directeur général de FDI Group, et enfin Laurent Nicolin, le sémillant président du Montpellier Hérault Sporting Club, MHSC. Voilà. Alors, on va commencer avec vous, Agathe. Vous êtes une experte en management et dans le domaine du retail. Vous avez fait vos armes, on va dire, vous avez été directrice générale au sein d'Orchestra, Prémaman. De 2012 à 2015, vous êtes DG. Et puis après, c'est vous qui montez la filiale d'Orchestra Prémaman aux États-Unis en 2016. Vous y restez un petit peu en 2018, puisque vous allez monter votre boîte de conseil, Business Beyond Border, avec votre époux. Et puis, on vous retrouve à Montpellier, parce que l'appel de Montpellier, il est trop fort. Vous revenez chez nous, chez LOGS, groupe international, prestations logistiques. Oui. Et puis, il se passe quelque chose. En juillet 2020, donc, vous reprenez à la barre du tribunal de Montpellier l'entreprise Pacific Pêche, qui est basée à Saint-Gély-du-Fesque et qui est le plus grand réseau, il faut le savoir quand même, de distribution d'articles de pêche. Alors, évidemment, la première question que tous se posent ici, comment se fait ce déclic, Agathe ? Alors ce déclic, je pense qu'il a mûri depuis plusieurs années. En fait, moi, c'était une volonté d'être chef d'entreprise, mais bon, j'ai eu la chance de rentrer chez Orchestra et de participer à une formidable aventure. Donc finalement, je ne passais jamais le pas parce que j'étais nourrie de cette croissance et de ce développement chez Orchestra. Et donc après, en rentrant en France, là, je me suis dit, bon, j'ai fait un passage en logistique, mais le retail me manquait, les équipes. Et cette partie consulting, c'était bien, mais je suis plutôt quelqu'un qui aime construire avec des gens autour de moi. Donc voilà, donc c'est là où je me suis dit, Agathe, il faut... Et puis le Covid, je pense, a fait réfléchir pas mal de gens sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on avait envie de faire de sa vie. Et donc, je me suis dit, bon, ça y est, c'est maintenant, il faut vraiment le faire. Donc, et puis là, on a des fois des signes, des bonnes étoiles. J'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit, tu devrais regarder, il y a Pacific Pêche qui est en redressement judiciaire. Alors sur le coup, je me suis dit, oh, la pêche, je ne connais pas trop, mais voilà. Alors, ce projet, il est monté avec une équipe, avec des financements. Qui c'est qui vous a accompagné dans ce projet ? J'ai regardé ce dossier et je me suis dit, bah oui, il fallait des financements. Et donc là, j'ai regardé aussi, je me suis dit, qui pour m'accompagner ? Et la société LOGS, en fait, mon patron de l'époque, Franck Grémont-Pré, voilà. Patron de LOGS, avait investi aussi dans des boîtes retail pour aussi conserver la logistique. Donc je me suis dit qu'on se connaissait depuis 30 ans. Donc je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose ensemble. Donc je l'ai invité à dîner et je lui ai proposé. Et il m'a dit banco de suite. Et comme ça, ensemble,
on a monté cette reprise. Alors le périmètre de Pacific Pêche, parce que quand on dit pêche, bon, on imagine plein de choses. C'est quoi vos domaines d'activité? C'est quoi les clients de Pacific Pêche? Alors la pêche, c'est le deuxième loisir en France après le foot. Ça tombe bien en fait. Hein. Voilà. En termes de nombre de licenciés. Et, ça veut dire combien de licenciés? 1,5 million de licenciés. Et en fait, il y a plusieurs techniques de pêche. Il y a la pêche en mer, la pêche de la carpe, la pêche. Donc il y a différentes techniques et il y a différents poissons. Donc voilà, et on est effectivement le grand réseau avec 38 magasins. On fait toutes les techniques de pêche. Notre particularité, c'est qu'on ne fait que la pêche. Souvent, les magasins ou les réseaux sont chasse et pêche. Nous, on a préféré se spécialiser que sur la pêche pour pouvoir vraiment couvrir ces différentes techniques et ces différents poissons. Alors, vous parliez de magasins. Quand vous reprenez Pacific Pêche, il y a combien de magasins? Parce que quand on fait une reprise au tribunal, la question, c'est quelle est la hauteur de la reprise? Vous avez repris combien de salariés? Combien de magasins sont restés? Il y avait 42 magasins, dont 2 en franchise. On en a repris 38 en succursale. Et on a repris 202 salariés sur les 212 existants. Donc, ça a été une reprise qui a été majeure par rapport à l'ancienne société. Et aujourd'hui, on est à 245 salariés et on a transféré en fait des magasins parce qu'il y avait un enjeu de rénovation de ce parc de magasins. Et on a prévu d'ouvrir 3 autres magasins en début d'année. Alors, j'imagine que quand on reprend une activité comme ça, on a un plan, on a une stratégie. Les piliers, les axes sur lesquels vous allez vous appuyer, parce que finalement, vous ne connaissez pas du tout ce secteur-là. Alors, vous êtes spécialiste du retail, mais en fait, la pêche, vous ne pêchez pas, Agathe? Pas encore. Je ne pêchais pas. D'accord. Je ne pêchais pas. Je commence. Vous allez être obligé de pêcher. Voilà. C'est ça. Mais oui, mais après, c'est du retail. Donc, il y a des magasins, il y a de l'omnicanalité, il y a un site internet, il y a des hommes et des produits. Donc, la reprise s'est faite sur effectivement 4 piliers. Les hommes, c'est les équipes de passionnés. Tous nos vendeurs sont des pêcheurs. Les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Alors, je peux vous dire que mon codir est plus féminin que masculin, puisque nous sommes 3 femmes et 2 hommes, mais tout le reste de la société, et notamment dans les magasins, je n'ai malheureusement que 2 femmes, parce que c'est une activité où les pêcheurs sont masculins, et il faut être pêcheur pour pouvoir être vendeur dans nos magasins. Ok. Ça s'entend. Ça s'entend, et on va essayer de développer la pêche au féminin. Mac 2, qui est une de nos marques, on est sponsor de l'équipe de France féminine de pêche à la carpe, donc on va appuyer là-dessus, mais bon, aujourd'hui c'est comme ça. Donc oui, les hommes et les femmes, on a remis du sens et de la communication et de l'humanité dans ces relations. Une période de redressement judiciaire, ça abîme toujours beaucoup les équipes. L'offre, réélargir l'offre, être le distributeur de toutes les marques, plus nos marques. Le commerce avec fêter les moments forts de la pêche et surtout et aussi l'omnicanalité, c'est-à-dire le parcours client, faire que pour le client ce soit fluide, que ce soit sur internet ou dans nos magasins ou de l'initiation de la vente jusqu'au SAV. Alors vous parliez justement de l'internet, le digital, ça pèse combien dans le chiffre d'affaires? Aujourd'hui, c'est 18% de notre chiffre d'affaires, et on va le développer. On pense qu'on sera, mais comme on va continuer à ouvrir des magasins, cette proportion va pas forcément beaucoup évolué, on sera autour des 25% parce qu'on va continuer d'ouvrir des magasins, mais en revanche, la valeur sera plus importante. Alors, quand on parle cible, est-ce que les jeunes, c'est une cible importante pour vous? Alors la pêche, ça touche tout le monde. Effectivement, on a peut-être une image un peu vieillissante de la pêche, mais non, il y a vraiment des jeunes effectivement qui se mettent sur des techniques de pêche comme le carnassier, street fishing. Donc c'est une pêche rapide, où on bouge. En fait, c'est pas une pêche statique, à différence d'autres pêches. Et effectivement, il y a une communauté de jeunes qui sont très adeptes aussi des réseaux sociaux et qui vont partager leur pêche et leur technique. Donc oui, c'est plutôt, il y a un renouveau sur la pêche grâce à certaines techniques. D'accord. Quand on pense pêche, on pense rivière, lac, etc., mer. Sur ces aspects d'environnement dont on parle beaucoup aujourd'hui, est-ce que c'est un axe sur lequel vous allez vous travailler? Vous le faites déjà, peut-être? Oui, alors effectivement, la pêche, pour nous, c'est 85% du chiffre d'affaires, c'est la pêche en rivière. Et les pêcheurs préservent la nature, sont vraiment au contact de celle-ci et souvent ont une action sur le nettoyage des rivières. Voilà, donc Pacific Pêche aujourd'hui est membre de la fondation de la Fédération de la pêche pour la préservation des milieux halieutiques. Et oui, on va pousser là-dedans, bien sûr. D'accord. Un dernier mot, je sais que vous fêtez bientôt votre anniversaire.
Alors, les 30 ans de l'enseigne Pacifique Pêche, ça sera l'année prochaine. Et voilà. on peut annoncer qu'on aura un tout nouveau siège et un nouveau magasin à Montpellier, puisqu'on n'a plus de magasin à Montpellier, à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Botanique. Donc, Pas très loin des studios, d'ailleurs, où nous sommes aujourd'hui. Exactement. Voilà. Alors, merci Agathe. Laurent, Nicolas, pêcheur ou pas? Mon fils, oui. D'accord. Moi, non, je sais pas. Oui, après, ça c'est toujours avec plaisir, mais il faut m'aider à monter les moulinets, tout ça. Je suis Mais peut-être que Agathe suis pourra d'une vous énorme donner incompétence, des tuyaux. Voilà, On va donner voilà. des cours. On va peut-être engager une sortie en mer Voilà, c'est ensemble. Ça serait très, très bien. Alors, on va revenir à des choses un peu plus sérieuses là maintenant, Laurent, avec vous. Quand on évoque le club de foot, aujourd'hui la MHSC, on pense bien sûr à toutes ces crises qui ont traversé, qui viennent de traverser notre époque. Et il y a bien sûr eu la crise du Covid, qui a impacté évidemment sur le milieu du sport, sur les matchs, etc. On le sait, comme nous tous. Mais il y a aussi une autre crise qui est arrivée avec l'affaire Mediapro, où d'un coup les droits télévisés ont chuté et vous avez dû faire face à cette double crise. Donc la première question, Laurent Nicolin, face à cette nouvelle donne, comment vous avez réussi à envisager l'avenir et quelle est votre stratégie aujourd'hui par rapport à ces problématiques que vous rencontrez? Comme on l'a envisagé, déjà, dans la vie, il faut être optimiste. On est de nature optimiste, même si on fait attention, on essaye de gérer au mieux. Donc, c'est vrai qu'on a eu, comme je dis des fois, le double effet qui se coule, quoi. Donc, on a eu à la fois le Covid, mais ça, on va dire que tout le monde a été impacté. C'est pas que le Montpelliéraud, toute la société française et européenne et mondiale a été impactée. Mais en plus, c'est vrai qu'on a subi les droits télé où on devait avoir 1,2 milliard, je crois, ou 1,1 milliard. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé, là, on a 600 millions. Donc, c'est vrai que. Donc, pour vous, c'est 20 millions d'euros de moins. Pour 20 millions d'euros de moins d'un coup dans le budget. Donc, c'est vrai que. Ouais, un gros trou dans la raquette. Ouais. Donc, voilà. On va dire que la première période de Covid, avec les aides gouvernementales et l'arrêt du championnat, on a réussi à plus ou moins à s'en sortir avec un équilibre budgétaire équilibré. Après, c'est vrai que cette année, c'était un peu plus compliqué. Donc, il a fallu mettre des sous dedans, et puis après il faut réduire la voilure, c'est toujours aussi simple. Après on a des joueurs sous contrat, on va pas les tuer, mais bon, donc il faut essayer de. Donc ça veut dire baisser la masse salariale, par exemple. Baisser la masse salariale, ouais, c'est voilà. Et donc comment on fait pour convaincre les joueurs, pour les convaincre? Déjà la saison dernière, on a réussi en discutant avec eux, où la plupart tous les joueurs de l'effectif ont laissé ou une prime ou une partie de leur salaire, donc on a économisé à peu près 2 millions d'euros, donc ça nous a permis ils ont montré qu'ils ont fait un acte vis-à-vis du club, donc ça fait toujours plaisir de voir que nos joueurs ont répondu présent. Je sais que dans d'autres clubs ça n'a pas été le cas. Donc voilà, après maintenant on était sur un nouvel exercice et on ne pouvait pas leur redemander de faire un effort, ils l'ont déjà fait, donc c'était l'effort, c'est à nous de le faire, donc à nous de trouver des solutions pour récupérer plus d'argent et puis pour réduire, comme je dis, la masse salariale pour essayer d'équilibrer du mieux possible le budget et des ventes. Donc ce qu'on a fait cette année avec la vente de Gaëtan Laborde et d'Andy Delors qui nous ont permis d'équilibrer le budget pour cette année. Après, on va dire, on a du souci pour l'année prochaine, mais on va déjà se contenter sur cet exercice-là. Évidemment. On reparlera de ces aspects-là de vente, etc., parce que c'est intéressant par rapport à un gros sujet qui est celui du stade. Je rappelle juste, budget 44 millions d'euros. Pardon ? À peu près, oui. À peu près, oui, c'est ça. Voilà. Soit le 15e du championnat. Alors, effectivement, il y a deux niveaux. Il y a ceux qui sont en rang 1, donc on pense au PSG, à l'OM. Et puis après, il y a le rang 2 où vous êtes. Voilà. Et donc, effectivement, les actifs du club, et vous en parliez très justement, Laurent, c'est la vente de joueurs ou le centre de formation. Et puis, il y a ce nouvel actif qui est en prévision, parce qu'effectivement, on va en parler, c'est vous qui devez le dire, mais c'est vrai que ça, c'est une vraie stratégie. Demain, un stade de foot, ça vous permet d'avoir un autre actif qui vous permet de... C'est ça ça nous permettra d'avoir des revenus supplémentaires, d'avoir un outil qui est plus adapté aux gens et surtout créer un lieu de vie, ce qu'on n'a actuellement pas à la Paillade, même si c'est notre stade historique, mais qui est un stade en zone inondable, donc avec le risque, dès qu'il pleut, on a toujours le risque que le stade soit inondé, donc c'est pas viable à la fois pour nous et pour la collectivité. Et puis voilà, et puis c'est de créer un lieu de vie où les gens prennent plaisir à venir 1 heure ou 2 heures avant et prennent plaisir à rester 1 heure ou 2 après, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Donc je pense que c'est comme tout, la société évolue. Maintenant, grâce au téléphone portable, grâce aux ordinateurs, on peut voir des matchs, on peut voir des films, on peut zapper, on peut changer. Donc si on n'apporte pas autre chose à notre clientèle, si on n'apporte pas un certain confort où les gens prennent plaisir à venir avant, rester, et manger un morceau, boire une coupe, puis passer un bon moment en famille ou entre amis, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'il
c'est pas un caprice. Ce matin, on s'est dit avec mon frère, on va faire un nouveau stade. Et on sûr. s'est dit, il faut faire un nouveau stade parce qu'il faut un nouvel outil pour le club pour lui permettre de franchir des échelons. Alors, on se rappelle que ce nouveau stade, au départ, il était prévu à Cambacérès, puis il a été reporté par la nouvelle municipalité, donc ce qu'on appelait le grand projet Au de la mer. Ouais. Aujourd'hui, il y a une concertation qui est en cours, dont on parle. Ça coince parfois parce qu'on entend dire qu'il va y avoir des problèmes de circulation. Le samedi, ça va être infernal, les commerçants vont râler, etc. Donc, cet aspect-là des choses, il y a Cyril Meunier qui s'est exprimé récemment, je crois que j'ai un confrère à France Bleu, en disant « je suis opposé à ce projet ». Donc finalement, comment vous gérez cette dimension? Non, mais nous, on gère. Il y a un débat public où chacun évoque ce qui peut être amélioré ou ce qui peut être fait. Après, c'est vrai que c'est une zone qui est concentrée avec Carrefour, avec Auchan, avec l'aéroport, avec l'Arena, enfin plein de choses. Donc après, la chose que je peux dire, c'est que je crois que l'aéroport se développe, continue à grandir et crée plus de 1000 emplois. Je crois que l'Arena, la région va investir plus de 80 millions d'euros, donc va développer. Et la chose qu'on a à redire dans la zone, c'est le stade. Donc je veux bien que le stade ancre tout le monde, mais à un moment donné, s'il y a un problème de circulation, un problème d'accessibilité, c'est pas que le Montpellier-Hérault, quoi. C'est pas le projet du stade, c'est l'ensemble de la zone. Donc parce que il faut revoir, quoi, avec les modes de circulation, je veux bien qu'on soit tous les transport. mots de la terre et que tous les gens soient. Mais dès que nous on a un projet qui en plus qui est privé, parce que nous en plus ce qui est l'avantage, c'est qu'on coûte pas d'argent en collectivité. Je pense que l'Arena, ça coûtera d'argent en collectivité et l'aéroport aussi. Mais bon, après, ça, chacun, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Mais je ne veux pas que le projet du stade cristallise toutes les craintes et les peines dans cette zone, quoi. Parce que je pense que demain, qu'on soit là ou pas là, il faudra revoir et certainement améliorer certaines choses. Parce qu'il y a aussi, je crois qu'il va y avoir 40 000 habitants aussi dans la zone. Donc, je veux bien qu'on prenne tout pour nous. On a les épaules solides avec mon frère, on est costaud, on a des partenaires aussi où on a les épaules solides. Mais bon, à un moment donné, je pense que si tout est à repenser, ce n'est pas parce qu'il y a jusqu'à le stade, c'est parce qu'il y a toute une zone globale à repenser. Finalement, ça va être le... Non, mais peut-être que grâce à nous, on va dire que voilà, peut-être que dans 10 ans, grâce, on va dire, là en ce moment, peut-être c'est à cause de nous, mais peut-être que dans 10 ans, grâce au stade qu'on aura fait avec des fonds privés, il sera permis d'aérer et de développer cette zone qui peut être en souffrance. Que ce soit la route de la mer, mais ça, s'il manque 2 oreilles au rond-point du Zénith, c'est pas non plus ma faute à moi, quoi. Alors, vous évoquez le financement privé. Le stade, c'est 180 millions d'euros, c'est ça? Ouais, à peu près. Ouais. Voilà. Un investisseur s'est déjà, a priori, enlevé du sujet. Comment vous gérez cette absence et comment vous négociez on n'est pas là pour autres investisseurs? On n'est pas là pour juger. On a eu Mathieu le sait, on est ensemble dans le projet, on discute, on échange. On a eu des gens qui sont arrivés au départ, on a évolué, ça fait quand même 2-3 ans qu'on discute, qu'on travaille. Et voilà, des fois ça chope, des fois ça plaît, des fois ça plaît pas. Donc il y a des gens qui nous quittent, qui peut-être reviendront. On en récupérera d'autres sur le chemin, c'est pas un souci. Le but ultime, c'est qu'il y ait cette nouvel outil pour le club, qui est le musée aussi, qui est de Louis Nicolin, où il y a toutes ces collections qui peuvent être quelque chose d'assez fabuleux pour la ville, pour la région, et qui va attirer certainement beaucoup de monde. Donc voilà, donc on n'est pas là pour dire qui vient pas. On fera un point quand tout sera finalisé. On dira, les gens qui seront participés à l'aventure, ils seront auprès de nous et on les remerciera. Ceux qui ont été avec nous au début, qui ont peut-être lâché, on les remerciera aussi parce qu'ils ont apporté leurs idées et ils nous auraient peut-être dit qu'il fallait faire ça ou ça. Après voilà, donc on est dans un projet qui je veux dire, ça se fait pas en claquant des doigts, quoi. C'est quand même un gros projet, et c'est quand même pas évident. Et c'est vrai que on avance, on continue à avancer. Ce nouveau stade, il permettra d'accueillir plus de monde, c'est ça? Oui. Et la volonté aussi, on en avait un peu parlé, mais d'élargir un peu, de retrouver un public un peu plus familial. Oui, trouver familial, mais le but aussi, c'est de faire un lieu de vie qu'on n'a pas, et que le match de foot du dimanche, parce que c'est vrai que tout le monde dit vendredi samedi, mais c'est quand même à 90%, on va jouer quand même le dimanche après-midi, donc on va pas embêter grand monde le dimanche après-midi, enfin à moins que cette zone, il y a plein de choses le dimanche après-midi, mais bon, alors d'aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses le dimanche après-midi, mais bon, peu importe. Le but, c'est que toute la semaine, il va y avoir des bureaux, il va y avoir des restaurants, il va y avoir un hôtel, il va y avoir le musée, il va y avoir plein des pôles ludiques, il va y avoir un pôle médical, donc c'est que la semaine, ça vive. Et après, c'est vrai et la cerise sur le gâteau, c'est que tu entends un dimanche après-midi, il y a un match. Donc voilà, c'est à la limite, voilà, c'est l'idée qu'on a depuis le départ, et Mathieu est au courant, voilà, c'est de créer un lieu de vie, un lieu où les gens prennent plaisir à venir la semaine, manger, boire, et surtout le jour du match,
que les familles viennent 2 heures avant, 3 heures avant, et ils restent après, se rencontrent avec les grands-parents et la famille. Oui, on veut créer... Voilà, c'est peut-être utopiste qu'on a, mais c'est vrai je pense qu'on va créer un beau projet pour l'avenir et pour le club. Ouais. Super. On peut imaginer couper le cordon à quel moment? Ben, j'espère... on est optimiste, c'était en fin 2024, qui est une date pour nous historique parce que ça sera les 50 ans du club. Ouais, c'est ça. Après, si c'est plus tard, ça sera plus tard. Mais c'est vrai que si on pouvait l'inaugurer en novembre 2024, ça serait quelque chose d'assez exceptionnel. Mais maintenant, il y a des paliers, on avance petit à petit. Si c'est plus tard, ça sera plus tard. Si c'est plus tôt, tant mieux. Mais bon, si on arrive à fin 2024, ça serait quand même assez fabuleux. Et puis on se rappellera, on a passé des réunions, on s'est disputé, on s'est embrassé, on a crié. Je vois que voilà, Mathieu qui est là, Mathieu Massot, directeur général de FDI Group, vous êtes dans cette réflexion de stade, hein, c'est ça? Merci Jean-Claude. Oui, nous sommes depuis presque maintenant un petit peu plus de 2 ans, Laurent le précisait, dans cette réflexion collective autour du groupe Nicolin, autour du club, sur ce projet certes pharaonique mais surtout ambitieux, et Laurent a raison de pousser cette ambition, et un projet structurant à l'échelle du territoire, donc à la fois passionnant, complexe. Laurent le précisait, on s'est embrassé, on s'est engueulé, on n'était pas toujours d'accord, et peut-être qu'on continuera à ne pas l'être, mais en tout cas il faut que l'ensemble des forces collectives et vives de notre territoire puissent œuvrer à la réalisation de ce stade, et en tout cas moi je le soutiens massivement, Laurent le sait. On va rester avec vous Mathieu, merci Laurent, et puis si on a le temps, mais je pense que le temps nous est compté, là on n'aura pas trop d'échanges, mais on aura l'occasion de revenir ensemble sur tout ça. Mathieu Massot, nouveau directeur général de FDI Group depuis le 1er août dernier. Il y en a qui sont en vacances pendant l'été, puis vous, non. Vous avez travaillé, vous avez été élu, vous avez été nommé directeur général de FDI Promotion, après 10 ans dans le groupe, dans différentes fonctions de direction commerciale, directeur de la filiale FDI Promotion. Alors je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe quand même qui est né, qui est une vieille dame, si on appelle ça une société. 1913, exactement. Vous intervenez finalement sur tous les métiers de l'immobilier, excepté la construction de maisons. Ça veut dire on vous retrouve promoteur, aménageur, mais aussi l'accession à la propriété, l'habitat social, les services immobiliers. J'ai tout bon? Services immobiliers à l'habitat, mais également les services immobiliers tertiaires. On a une activité... CQFD. Exactement, CQFD. Voilà. Le groupe FDI, c'est 210 collaborateurs, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et 125 millions de fonds propres. Voilà. Alors, une société anonyme coopérative d'intérêt collectif. C'est comme ça qu'est structuré le groupe. Et donc c'est l'esprit coopératif qui est finalement le lien entre tout ça. Ça veut dire quoi aujourd'hui, être dans un esprit coopératif? Qu'est-ce qui vous différencie finalement des autres groupes immobiliers, Mathieu? Alors c'est une gouvernance atypique, avec effectivement, vous le précisiez, un président d'un conseil d'administration, et autour de ce conseil d'administration, à la fois des collectivités, des EPCI, des personnes physiques. Et donc c'est un mode de gouvernance assez agile, qui nous permet aussi, à travers notre ADN, notre objet social, de pouvoir réinvestir une partie de nos résultats, de nos bénéfices. Ça fait partie de notre histoire, c'est notre structure. On a une particularité, une singularité sur le métier de l'immobilier. Vous avez raison de le préciser, nous ne sommes pas un bailleur social classique, nous ne sommes pas un promoteur classique, nous ne sommes pas un opérateur de services immobiliers. C'est cette force historique issue à la fois du monde du financement, du monde HLM. C'est une vraie complexité, mais c'est une vraie particularité. À nous et à moi, aujourd'hui, depuis le 1er août, de pousser cette particularité sur nos territoires et d'expliquer notre différence. Voilà, je pense que c'est assez fondamental. Alors justement, vous disiez que vous venez de prendre vos fonctions, c'est récent, mais bon, vous avez quand même l'expérience de tout ce que vous avez fait pour le groupe. Quelle est votre feuille de route aujourd'hui pour 2022 ? L'expérience, elle est récente, une petite dizaine d'années. C'est d'abord une histoire d'homme, une histoire de rencontre, et je salue l'ancien directeur général Dominique Guérin, puisque c'est lui qui m'a tendu la main il y a quelques années. Ma feuille de route, elle est non disruptive, elle est dans une vraie stratégie de continuité, dans une ouverture territoriale. Il y a des positions, en tout cas marchés, sur lesquels nous ne sommes pas suffisamment présents, des métiers sur lesquels nous ne sommes pas suffisamment présents. Et puis de l'innovation aussi, je pense à la création de notre organisme foncier solidaire, qui est un sujet majeur aujourd'hui, la production de logements différenciante, puisqu'on produit de la dissociation entre le foncier et le bâti, un modèle un peu complexe issu du modèle anglo-saxon, mais qui aujourd'hui est porté par la métropole à travers leur propre office foncier solidaire dans lequel nous sommes. Et puis nous créons aussi notre propre office foncier solidaire. Expliquez-nous ça, parce que c'est très intéressant. Ce projet qui est quand même tout à fait noir. Moi, j'avais vu effectivement un reportage sur les Anglais qui pratiquent ça.
C'est aujourd'hui la production de logements abordables, puisque c'est à destination de l'accession à la propriété. On est sur un format, en tout cas un module différenciant, puisqu'on est sur la dissociation entre le foncier et le bâti. Vous payez une redevance par rapport à la location finalement de votre foncier, vous payez et vous amortissez les droits réels sur le bâti. Et donc c'est une capacité à produire du logement moins cher, sous plafond de ressources et sur un prix de vente aussi qui est forcément dégressif par rapport à ce qu'on connaît dans le marché libre. Et c'est demain une vraie capacité à adresser le marché différemment. Et nous, on a cet ADN-là de pouvoir expliquer et surtout produire du logement différemment. Alors, une question vraiment néophyte, est-ce que ça rentre dans le quota des collectivités sur le seuil voulu pour l'habitat social ou pas du tout? Oui, c'est une très bonne remarque, puisqu'effectivement, ça fait partie du quota dans le cadre de l'OSRU au titre des logements PLS. Alors, c'est une terminologie du monde HLM, mais clairement, on produit de l'accession différemment. Ça répond à cette contrainte vis-à-vis des collectivités. C'est une attente forte aujourd'hui de l'ensemble des territoires. Et on suscite la curiosité. Ça existe sur un certain nombre de territoires. Ça n'existe pas encore d'un point de vue opération matérialisée fermement. Et ça va l'être dès le début d'année 2022 à travers des opérations à l'échelle du territoire. Super. Alors, on a parlé de sport tout à l'heure. On a parlé de foot. Vous êtes déjà engagé dans le hand avec le naming du stade Bougnols, c'est ça? C'est une histoire... qui date de 2014, puisque le groupe FDI, au même titre que 14 autres sociétés, a fait partie de l'actionnariat de ce club lorsqu'il a connu les difficultés que l'on connaît. Une vraie continuité dans le partenariat, une association sur le sponsoring maillot il y a un petit peu plus de 2 ans, une association aussi avec l'ensemble des équipes de jeunes. Donc il y avait une vraie continuité. C'est un club auquel nous sommes fidèles, qui porte les valeurs et des valeurs auxquelles nous sommes attachés, au même titre que Laurent sur le Montpellier Hérault. Voilà, c'est une belle opportunité, c'est aussi une belle visibilité pour le groupe sur cette enceinte historiquement appelée Bougnols, qui va désormais, dès le 1er novembre, s'appeler le FDI Stadium. Il ne faut pas effacer l'histoire, au contraire, il faut la capitaliser. Mais voilà, c'est un objet qui va être différenciant aussi. On peut parler du montant? Oui, il est tout à fait connu, puisque la presse s'en est empressée. C'est 250 000 euros par an sur un contrat de 4 ans. Voilà, donc c'est un engagement fort pour le groupe FDI sur ce territoire-là. Ce qui ne nous empêche pas de faire autre chose, bien évidemment. Mais on continue. Il faut qu'on gagne de l'argent sur l'ensemble de nos métiers historiques. Il faut qu'on soit en capacité de pouvoir le réinvestir sur le territoire. C'est aussi l'objet de notre essence coopérative. C'est aussi ce qui nous différencie des autres opérateurs immobiliers. Super. Écoutez, merci à tous les trois. On arrive au terme de cette émission. C'est un plaisir pour moi de l'animer. C'était la toute première. Bonne chance à toi. Je dis rien alors. Je dis rien. Messieurs, dames, on va passer à la deuxième table ronde. Nous allons retrouver Indemad, André Deljari et Jean-Marc Oluski. Voilà, Jean-Marc Oluski. Retour sur le grand forum des décideurs et nous parlons avec mes invités maintenant de développement durable. Nous retrouvons ainsi Pierre-Antoine Desplan de Socrirem, Yann Fortunato, Racine de France, et Roman Guibert qui est avec nous du MAS de Domagassac, et nous rejoindra Laurent Gosse, vice-président en charge de l'économie pour Perpignan Méditerranée. Pierre-Antoine Desplan, je vais commencer par vous. Bonjour, vous êtes directeur général adjoint de Socrirem, entreprise indépendante créée par Nicolas Chambon en 2003, qui n'a pu être des nôtres aujourd'hui, et vous le représentez. L'entreprise est experte en aménagement urbain, projet immobilier, investissement et gestion d'actifs, ou encore la commercialisation de locaux commerciaux. On vous retrouve à Montpellier, à Béziers, on a en tête, nous, Polygone Béziers, Paris, Luxembourg, Monaco, Miami, une 50aine de collaborateurs, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va tout de suite rentrer dans le feu de l'action du groupe. Vous avez de gros projets aujourd'hui avec Socrirem. Quels sont-ils, Pierre-Antoine ? Alors, vous parliez de nos implantations donc en région. J'ai commencé effectivement par l'Occitanie, à Béziers, à Montpellier. Mais on est depuis quelques mois présent également à Nîmes, où nous avons racheté le centre commercial de la Coupole des Halles, qui est en plein centre-ville historique, dans l'Écusson. Et c'est un centre, pour nous, à fort potentiel, à redynamiser, à relancer. Il y a aujourd'hui 30% de surfaces qui sont vacantes. Et donc, les équipes sont mobilisées pour porter un projet ambitieux sur ce site de 10 millions d'euros pour permettre une restructuration commerciale avec l'arrivée de grandes enseignes nationales, voire internationales. Également d'améliorer la qualité, l'architecture du site pour le rendre beaucoup plus agréable pour nos clients finaux.
Alors, un projet qui est tout à fait innovant, c'est votre développement sur les États-Unis, à Miami en particulier. Parlez-nous de ça, Pierre-Antoine Desport. Voilà, c'est ça. Donc on a, à côté de ce savoir-faire d'opérations mixtes commerciales dans les cœurs de ville qu'on développe donc sur l'arc méditerranéen entre l'Espagne et l'Italie. On a d'ailleurs une très belle opération, si je voudrais dire quelques mots, si vous êtes d'accord, sur l'opération de Monaco, puisque c'est une opération assez unique, qui est en fait une opération de quartier, puisqu'au-delà d'un ensemble unique, d'un seul bâtiment, on repense, on renouvelle un quartier qui est existant. On est là dans du renouvellement urbain. Et dans cette opération qui totalise plus de 100 000 m², on retrouve en fait toutes les fonctions de la ville. Donc on nous connaît effectivement comme experts du commerce en Occitanie, mais on sait aussi repenser les bureaux, puisque on va concevoir un ensemble de bureaux très modernes, modulables, dans l'air du temps. Une tour de logement est prévue. On intègre aussi en infrastructure du stationnement, de la logistique urbaine, bref, en fait, toutes les fonctions que font la ville. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que toutes ces fonctions, cette densité, vous voyez, qui est importante, elle est intégrée dans un grand parc paysager. En fait, on ne verra que ça depuis l'extérieur. Pourtant, on est en plein cœur de Monaco, le quartier d'affaires, mais justement pour redonner une qualité de vie en fait, aux habitants et aux gens qui travaillent à Monaco. On va bien sûr parler de ça, c'est notre sujet, la nature en ville. Hein, on en parlera tout à l'heure. Et donc, quelques mots sur les États-Unis. Effectivement, à côté de ce savoir-faire commerce, on a souhaité mettre en œuvre nos compétences. Nos compétences, c'est quoi? C'est de concevoir justement des lieux immobiliers sur mesure, de grande qualité. Notre claim, c'est être créateur de lieux d'exception, des lieux durables. Et donc, aux États-Unis, en fait, on a développé une nouvelle branche, en Floride, à Miami plus précisément, où on repense l'habitat de luxe sur des terrains tout à fait extraordinaires. Là, on est sur la baie de Miami pour ceux qui connaissent. Et là, on travaille avec des architectes, des bureaux d'études, des ingénieurs pour concevoir des projets de très grande qualité, très paysagers. Très haut de gamme, on est dans le très haut de gamme, puisque vous voyez, une villa, ça se vend 15, 20, 25 millions d'euros, l'équivalent finalement d'une grosse opération ici en France. Et c'est en fait, pour nous, c'était important, c'était complémentaire de notre activité en France, où on est plutôt dans l'investissement de long terme. Si on quantifie cet objectif de chiffre d'affaires là-bas avec ce marché, ça peut représenter combien dans l'absolu? Pour nous, ça peut être significatif. On prévoit de faire 150 millions de chiffre d'affaires dans les 10 années qui arrivent. Alors, on parlait de la nature en ville. Vous avez créé vous êtes initiateur, on va dire, au sein de Socrirem, d'une fondation qui s'appelle la Fondation SEBA, qui a pour objet de remettre la nature en ville. Parlez-nous de cette fondation, comment est né le projet, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous allez faire avec cette fondation, Pierre-Antoine Desport? En fait, c'est quand même une longue histoire, parce que cette idée d'amener la nature en ville, on la porte depuis longtemps. Et il y a quelques mois, c'est notre président qui a vraiment souhaité accélérer les choses et créer donc cette fondation. C'est une fondation d'entreprise, avec un budget qui est dédié. Et le constat, c'était de se dire, puisque nous, donc, on travaille justement dans l'urbain, on travaille dans la ville, dans les grandes agglomérations, le constat, c'est de dire qu'effectivement, la nature doit être beaucoup plus présente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et la nature, si vous voulez, c'est bien plus que la question du végétal, qui est importante. La nature, il faut la regarder avec toutes ses composantes. Il y a la question de l'air, la qualité de l'air, on le voit aujourd'hui avec les problématiques de pollution, de gaz à effet de serre, la question de l'eau, les cycles de l'eau. Et puis, si on veut mettre du végétal, il faut de la terre, il faut traiter les sols. Et se pose donc la question de l'imperméabilisation des sols. Nous, depuis toujours, notre combat, c'est de travailler sur des lieux qui sont déjà construits pour les repenser, soit sur des friches industrielles, soit dans le bâti existant, éviter l'étalement urbain. Voilà. Et donc, alors, quels vont être les moyens de la fondation et qui compose cette fameuse fondation? Alors Yann Fortunato, je le sais, il en fait partie. Voilà. Donc, déjà, donc, Yann, c'est un de nos grands experts. Ouais. C'est même l'expert, on va dire, forestier, sur la question des arbres, la question de l'utilisation du bois, de l'industrie forestière. Et donc, effectivement, au-delà des compétences de l'entreprise, des collaborateurs qu'on a acquis sur nos propres projets et qu'on souhaitait effectivement mettre à disposition des collectivités, on a souhaité réunir des gens très différents, qui avaient des compétences variées, des approches diverses justement sur la question de l'aménagement en ville, mais qui avaient tous finalement cette passion de la nature, du végétal. Donc on a pris pour l'architecture Jean-Paul Viguier, qui est, je ne le présente pas, un grand architecte international qui a fait beaucoup de projets et qui sait travailler la densité avec des grandes tours, la verticalité. On a réuni un urbaniste, Alain Marguerite,
qui, dans tous ses projets, a toujours fait en sorte de traiter la question de la nature. On a réuni aussi un paysagiste qui est merveilleux, Jean Mus, c'est un poète de la nature. Une personnalité. Une personnalité qui a travaillé, bien sûr, en France et autour de l'arc méditerranéen, mais bien ailleurs pour faire des jardins et des parcs somptueux. Une avocate qui est très engagée, Marie Morel, sur les questions d'environnement et notamment sur tout ce qui est biodiversité. Et puis, et donc Yann, dont je parlais. Voilà, ces 5 experts qui sont là pour... Alors, juste pour finir sur la Fondation, le budget qui est alloué à la Fondation. Alors, on a un budget minimum de 150 000 euros sur 5 ans. Mais au-delà de ce budget, parce qu'il y aura effectivement un accompagnement, on va cibler certains projets. Il peut y avoir un effet de levier. Il y aura un effet de levier, et c'est surtout, on amène de la matière grise. On amène les compétences du collège d'experts et de l'entreprise. Premier projet peut-être en cours. Premier projet, notre objectif, en fait, c'est de cibler certains territoires, de travailler année après année avec certaines collectivités en partenariat, en trouvant des projets, en les accompagnant, en travaillant avec ces collectivités sur une journée conférence où on permettra à nos experts de présenter leur vision, de permettre de débattre, de faire venir d'autres acteurs. Et puis, à l'issue de ces 5 années, notre objectif, c'est aussi d'avoir un recueil dans lequel on intégrera toutes les bonnes pratiques justement sur cette question de la nature en ville et qui sera à disposition de tout un chacun, des collectivités et des particuliers. Merci Pierre-Antoine Desplan. Alors la nature, c'est votre sujet aussi, Yann Fortunato, donc dirigeant de Racines de France, président de Fibois Occitanie, la filière. Vous êtes un professionnel de la filière bois donc depuis plus de 25 ans, expert en agroforestier. Avec vous, c'est tout le spectre de la filière bois dont il est question. Vous êtes aussi propriétaire foncier, agricole et dans le monde. Et pour compléter cette présentation, je dirais que vous êtes très impliqué dans la vie locale et on vous retrouve, entre autres, membre du Césaire. Voilà. Donc aujourd'hui, en discutant avec vous, en préparant cette émission, je me dis il y a quand même un sujet, c'est le sujet économique. Et sur cet aspect-là, sur la transformation en France, il y a un problème, ça coince. Vous pouvez déjà nous dire de quoi il s'agit quand on parle de ce retard considérable qu'aurait pris la France ? En tout cas, pour ce qui me concerne, et en relation avec la place de l'arbre dans la société, on vient d'en parler, et la valorisation de cet écomatériau, on a un retard, en effet, quand on se compare par rapport à la place du monde, c'est un retard industriel, en définitive. Retard industriel que l'on a emmagasiné dans les 40 dernières années, parce que la France n'a pas fait le choix de l'industrialisation en externalisant nos besoins de transformation de produits. Et malheureusement, la forêt a souffert de ce choix industriel français. Donc aujourd'hui, à l'heure où le monde entier va vers des schémas décarbonés et donc vers des utilisations d'écomatériaux, eh bien, la France se trouve pris en ciseaux dans une double problématique. C'est un manque d'industrie pour transformer notre bois français dont nous sommes largement pourvus sur notre territoire et un manque en définitive de rapport du consommateur au matériau bois. Car là où des clients consommateurs ont cru aux matériaux bois dans d'autres pays du monde parce qu'il y a eu de l'innovation, de la recherche, de la création filière autour d'industries omniprésentes dans leur territoire, et bien la France, par ce manque d'industrie, a coupé ce rapport des utilisateurs aux matériaux bois. Donc aujourd'hui, on caracole véritablement pour créer une filière, permettre la transformation de ce matériau qui est omniprésent, encore une fois, sur le territoire français, qui apporte moult bénéfices dont on va parler, et au bénéfice, encore une fois, d'un écomatériau qui doit trouver toute sa place dans les usages humains. Alors, quand je sais qu'il y a un sujet qui vous anime, c'est l'innovation, qui est au cœur de toutes vos activités. Vous êtes présent aussi en Afrique et on a évoqué le bambou. D'ailleurs, je ne savais pas tout ce qu'on pouvait faire avec le bambou. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous parler de cet objectif où vous fixez d'être toujours très innovant, y compris dans les organisations ? On parlera après du fonds de dotation que vous montez en ce moment, qui est Sens Plus. Mais pour parler d'innovation, Yann Fortunato, comment vous l'appréhendez, cette innovation ? Dans l'agriculture et dans la gestion des territoires, l'innovation est au cœur de ce qui va nous permettre de remettre les territoires dans des chaînes de valeur qui vont permettre de valoriser les territoires. Si aujourd'hui les territoires sont dégradés au titre où ils sont dégradés, c'est qu'on n'a pas su créer la valeur ajoutée pour les prendre en considération. Donc on se doit aujourd'hui, dans cette nécessaire reconnexion entre l'homme et son territoire originel,
la nature et le globe dans son ensemble, eh bien, on se doit de remettre des chaînes de valeur. Et pour ces chaînes de valeur, il faut absolument créer de l'innovation. Donc l'innovation, elle vaut pour l'innovation des pratiques culturelles qui vont demander de l'innovation en termes de mécanisation pour accompagner ces nouvelles pratiques culturelles qui vont apporter dans nos territoires des gestions plurielles. Mais elle va aussi dans la transformation des produits créés par la nature, produits par la nature. Et nous, ce que nous expérimentons actuellement, par exemple, c'est sur un territoire, donc à l'autre bout du monde, le Nigeria, qui est largement pourvu de bambou dont les chaînes de valeur locales n'apportaient pas la valorisation ni aux populations ni à une industrie. On est capable d'arriver sur ces territoires et de créer une valorisation autour du bambou. Deux valorisations, à la fois être capable de créer du logement social en nombre à base de bambou transformé. Donc on apporte l'innovation française et européenne sur des territoires qui sont capables de produire cet écomatériau au bénéfice d'un besoin humain. Et de l'autre côté, une chaîne de valeur et de l'innovation pour faire que ces fibres végétales obtenues à base de bambou soient en capacité demain de remplacer de la fibre de carbone. Et donc on procède par là en faisant germer une filière agri dans un coin du monde à la faculté de décarboner le monde dans les usages humains. Alors, un dernier point que j'ai envie de voir avec vous, c'est le fonds de dotation Sens Plus que vous lancez avec Pierre Boccon-Gibaud, PDG de Garoma et refondateur de la distillerie Bel Air. Alors je lis, il y a pour mission d'accélérer le développement d'une agriculture à impact positif pour les humains, les territoires et la planète. Vaste programme, Yann. Oui, vaste programme. En définitive, moi, dans tout mon parcours, je me suis aperçu, et ça a encore plus de sens post-Covid, qu'il y a cette nécessité, encore une fois, de relier l'homme à l'environnement, j'allais dire presque plus l'entreprise, l'homme et son environnement. Les entreprises aujourd'hui sont conscientes de l'empreinte qu'elles ont, l'empreinte carbone, l'empreinte biodiversité qu'elles ont sur leur territoire, et il s'agissait de créer un creuset qui permettent de prendre ce que chacune des entreprises reconnaissait comme empreinte environnementale pour être capable avec elles de donner naissance à des projets territoriaux, alors qu'ils soient privés, publics, nationaux, puisqu'aujourd'hui on intervient en tant que conseil pour des nations un peu partout dans le monde. Et donc Sens Plus, c'est la connexion et c'est la rencontre avec Pierre Boccon-Gibaud, en effet, qui m'a accompagné dans mon premier projet agroforestier, qui est à Castries et qui a été révélé comme le 6e meilleur projet mondial au cours d'un concours lancé par le groupe Accor. Et donc on a eu la volonté de créer ce creuset qui nous permette d'aller chercher des fonds, ou en tout cas d'utiliser des fonds des entreprises qui ont cette nécessité de se reconnecter avec leur territoire pour amoindrir leur empreinte carbone. Merci Yann, on suivra ça de très près, bien entendu. Je me tourne maintenant vers Roman Guibert, donc le mas de Domas Gassac. Très heureux de vous accueillir, Roman, sur ce plateau également. Alors, si on ne connaît pas Roman Guibert, on connaît forcément son vin. Je suis sûr que vous en avez bu, effectivement. Voilà, donc effectivement, c'est un vin qui a une belle, très très belle réputation. Alors, c'est l'histoire d'abord de ce vin de votre père. C'est une histoire familiale. C'est votre père Aimé Guibert, qui était gantier à Millau, qui à l'époque où c'était la capitale mondiale de la peau et du gant, il a très bien réussi à Millau. Et puis, rencontre amoureuse, voilà, avec votre maman. Et c'est le déclencheur de l'installation à Agnan. Votre père donc, se reconvertit avec succès dans l'exploitation de ce domaine. Et il faut savoir qu'effectivement, c'est un des précurseurs en termes avec un regard qui était de se comparer finalement, et c'est bien des fois de se comparer au meilleur, donc au vin de Bordeaux. Et vous-même, Roman, vous co-gérez, vous me l'avez bien dit, je ne suis pas le seul, j'ai 2 de mes frères qui sont avec moi. 3, le 3e est en train de vous rejoindre, voilà, donc j'ai bien tout retenu. Et effectivement, cette transmission s'est très bien réalisée. Vous-même, vous êtes plutôt en charge du marché français. Alors, il y a une expérience aussi que vous avez eue qui est assez intéressante. Vous êtes parti en Nouvelle-Zélande à 23 ans, et là, vous avez découvert une autre vision, vous m'avez dit décomplexée du vin. Et ça, finalement, c'est un peu le déclic de dire, moi, ça, là, j'ai envie de venir et de le faire chez moi à Agnan. Oui, tout à fait. Plus jeune, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et à la fin de mes études, j'ai eu l'occasion de partir 1 an en Nouvelle-Zélande. Et mes passions à ce moment-là étaient faire la fête et le sport. Voilà. Et la Nouvelle-Zélande
avait un lien très fort avec ces deux aspects-là, mais le vin était également toujours présent. Et donc, à ce moment-là, j'ai trouvé que le vin pouvait être un produit de convivialité moins élitiste que parfois on peut le retrouver en France, et j'ai envie de dire en Europe, qui parfois inquiète et donne un petit peu de timidité aux gens pour prendre tout simplement du plaisir. Et ça m'a réconcilié simplement avec une manière d'appréhender le vin, alors que j'étais né dedans, hein. Et ça m'a donné la certitude que je voulais toute ma vie travailler avec ce magnifique produit, cette œuvre d'art. Alors, quand on dit le MAS de Thomas Gassac, c'est quand même 40 collaborateurs, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 70% à l'export, avec des marchés aux US, Canada, en Asie principalement. Et effectivement, vous avez une force aujourd'hui dans votre domaine, sans faire de jeu de mots, c'est que vous avez 10 000 amateurs de vin qui sont vos clients en fait, et que vous entretenez effectivement. Alors, on a parlé de la Nouvelle-Zélande, on parle aujourd'hui dans cette émission de Nouvelle Donne. Aujourd'hui, comment, alors on sait que la profession a été quand même très impactée par les phénomènes météo, et justement, comment vous voyez l'avenir de votre domaine, mais plus largement de votre profession? Alors, on a des certitudes de par les prévisions au réchauffement climatique. On a d'autres nouvelles données qui nous informent que peut-être qu'il y aura un dérèglement du Gulf Stream. On ne pourra pas tout régler. Pour autant, la chance que l'on a, c'est qu'à Domagassac, nos parents ont créé le domaine dans un vrai écosystème en le respectant. Et donc, c'est une quarantaine de petites clairières de vignes en pleine garrigue. À travers l'épisode de gel que la France a vécu et donc qu'on a vécu également, on s'est rendu compte que les endroits où on a été le plus épargnés étaient des endroits un peu en altitude et entourés de forêts. Vous avez un cépage qui est un peu plus résistant, je crois. Alors, également la chance, là encore, que l'on a, c'est que historiquement, de par un sol très particulier qui est unique dans la vallée du Gassac, l'encépagement est atypique. Et c'est donc un cépage qui est le Cabernet Sauvignon, qui est beaucoup plus tardif. Et de ce fait, l'épisode de gel, lorsqu'il est arrivé, n'a pas brûlé les bourgeons. Et donc, sur les cépages rouges notamment, nous n'avons pas une récolte trop amputée. Ce n'était pas le cas pour le blanc, mais j'ai envie de dire, je connais tellement d'amis vignerons qui ont tout perdu qu'on est quand même très heureux de la récolte que l'on a eue. Très bien. Alors, votre entreprise est très ancrée dans le territoire. Et vous êtes un acteur, je pense au Festival des vins d'Aniane. Donc racontez-nous ça, parce que c'est une belle histoire quand même pour promouvoir les vins. Parce que finalement, vous dites, je ne vais pas promouvoir que mon vin, mais je vais promouvoir un peu tous les vins qui sont sur mon périmètre. À notre échelle, moi j'ai une vision qui est que lorsque un endroit vous a donné beaucoup de bonheur, vous devez le redistribuer. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et avec une dizaine d'amis vignerons, l'idée c'est de promouvoir un territoire basé sur l'excellence des produits, de l'art, du patrimoine, de l'art culinaire. Évidemment, le vin est au cœur, mais pas que. Élargir au maximum le spectre, parce que tout cela nous relie en fait. Et le vin, c'est un liant de civilisation. Et le Festival des vins d'Aniane, c'est vraiment tout l'objet qu'il a. Voilà. Très bien. Écoutez, merci messieurs. Nous attendions Laurent Goz. Je ne sais pas s'il est là ou si on le rattrape sur la prochaine table ronde. Bon, il sera avec nous sur la prochaine table ronde. Messieurs, ah non, il arrive, c'est ça? Eh bien, allez, on attend Laurent Goz. Voilà. Et donc, le Festival d'Aniane, c'est à quelle période? Normalement, ça devrait être 3e semaine de juillet en 2022. Bon, on sera tous invités. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, voilà, les joies du direct. Laurent Goz nous rejoint. Voilà. Bonsoir. Cher Laurent Goz, vous allez bien? Très bien, désolé. Non, mais c'est très bien. Le timing est parfait, cher Laurent. On a échangé de nature en ville.
avec ces messieurs, filière bois avec donc Yann Fortunato, avec Pierre-Antoine Desplan, et on parlait du vin du Domaine-Cassac. J'imagine que vous connaissez ce vin, forcément. Bien sûr, moi je suis des Pyrénées-Orientales, mais bien sûr que je connais. Il y a du bon vin aussi. Bien sûr, il y a du très bon vin chez vous. Alors, Laurent Gosse, vice-président de la communauté urbaine de Perpignan. Projeter l'économie française vers des secteurs d'avenir, c'est la promesse d'Emmanuel Macron, qui a dévoilé mardi son plan à 30 milliards d'euros dans divers domaines, dont le numérique, la biotechnologie et l'industrie verte. Et justement, ça tombe bien, parce qu'il souhaite que la France devienne un leader de l'hydrogène vert. Et c'est justement, me semble-t-il, Laurent Gosse, un des enjeux de votre territoire. Oui, un des enjeux du territoire. Pour plusieurs choses. On est un territoire à l'agglomération à énergie positive depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que l'hydrogène est une nouvelle voie qu'il faut exploiter. On a le pôle d'Herby avec André Joffre qui est dessus depuis un moment. On a un parc éolien qui est un des plus importants de la grande région. On a du photovoltaïque également. Et bien sûr, il faut aller vers la transformation de tout cela en hydrogène. On a Saint-Charles et des futurs gros consommateurs en dehors des bus de ville, qu'à Montpellier et toutes les villes, mais on a le Saint-Charles qui peut être demain un vecteur important de transformation de cette filière hydrogène en filière d'excellence, bien sûr. D'accord. Alors je sais qu'il y a aussi un constructeur de catamaran qui est à l'hydrogène, hein, c'est ça, sur Canet. Vous êtes bien renseigné, oui, bien sûr. On est ravis d'accueillir le premier constructeur de catamaran à hydrogène en Europe et je pense dans le monde. Steve Venture qui s'est installé et qui a confirmé son installation au mois de mai dernier sur le pôle nautique de Canet. Également, ça vient étoffer cette ambition-là, bien sûr. D'accord. Alors, on va recevoir tout de suite après André Deljari, président de la CCI de l'Hérault, Indemad, donc à la métropole de Montpellier, Jean-Marc Oluski pour le MEDEF. Donc, tout ça, ça nous amène à beaucoup parler de l'Hérault. Parlons un peu, puisque je vous ai avec nous et nous vous avons avec nous de votre territoire. Aujourd'hui, quel est le retour après cette période un peu compliquée? Est-ce que vous sentez une reprise sur votre territoire? Bien sûr, on la ressent comme l'ensemble des départements de la région. Alors c'est vrai que les chiffres de chômage sont sortis et on est toujours à la traîne. Bon. Mais on est quand même un département, et le troisième département, derrière la Haute-Garonne et l'Hérault, à être créateur d'emplois depuis 5 ans. Donc on reçoit beaucoup de nouveaux habitants, et contrairement à ce qu'on peut penser, pas que des retraités, des actifs. On crée de l'emploi, la reprise est là, il faut pouvoir absorber l'ensemble des personnes qui viennent. Voilà, c'est un peu le défi que l'on a, mais non, on essaye de suivre la tendance donnée par la grande région et d'être sur notre façade méditerranéenne, notre façade frontalière, double frontière, Espagne et Andorre, d'essayer aussi d'être fiers de nos ambitions économiques. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Vous êtes en liste pour des élections consulaires? Ben oui, il fallait bien que je vous la pose, cette question. Les grands enjeux pour votre territoire aujourd'hui, Laurent? Mais les grands enjeux, c'est ce que vous avez dit, c'est de pouvoir projeter l'économie et les chaînes d'entreprise dans le monde de demain qui commence aujourd'hui. Moi, j'étais à Paris ce matin sur la fabrique du tourisme. Et on a parlé beaucoup de la filière bois. Et donc, quand j'ai entendu que vous étiez là-dedans, bien sûr, j'ai passé la matinée à en parler. Et notre département est un département à prépondérance touristique. Et demain, le tourisme sera durable. Mais alors, on ne peut pas aller uniquement sur un mode de consommation de l'habillage touristique durable et plus raisonné. Il faut y aller aussi sur le modèle de construction, sur le modèle de consommation d'énergie. Et c'est des enjeux qui sont importants. C'est des enjeux importants pour le tourisme de demain, pour les constructeurs, et dans la filière du bâtiment, et donc tout ce qui va avec. Pour les circuits courts, c'est bien sûr, c'est une tendance qui est très forte, mais il faut pouvoir les accommoder à un modèle de consommation qui soit un peu plus de masse que juste le circuit court des habitants. On reçoit quelques millions de touristes par an dans notre département, plusieurs millions sur la grande région. Les circuits courts, ils n'auront de valeur que s'ils sont adaptés à ce besoin-là. Donc oui, je pense qu'une chambre de commerce, elle a toute sa place demain à essayer de donner les idées, propulser, aider à financer, organiser les nouveaux modes de consommation de demain.
Bon, bah, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance. Alors. Et puis, messieurs, il est temps de conclure ces échanges. C'était un grand plaisir de vous avoir avec moi. Et on va accueillir maintenant nos prochains invités pour la prochaine table ronde. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Décideurs, je suis maintenant avec Jean-Marc Oluski et André Deljari. Jean-Marc Oluski, je vais commencer par vous. Vous êtes le nouveau président du MEDEF Montpellier, Hérault Montpellier. Quelle feuille de route vous fixez-vous, cher président? Merci. Alors, comme dit mon ami André Deljari, je suis le jeune président, puisque ça fait 1 mois de mandature. Et la feuille de route que nous fixons, c'est rappeler les enjeux que porte un MEDEF territorial. Le MEDEF territorial a 4 enjeux. Le premier, c'est un enjeu politique. Et peut-être on y reviendra, mais cet enjeu politique, c'est de faire que notre syndicat soit pleinement dans l'action, aux côtés bien sûr de la Chambre de commerce, mais soit pleinement dans l'action sur tout ce qui va se passer en matière de développement économique dans notre région, dans notre territoire. Et ça, c'est important. Le deuxième aspect, c'est que le MEDEF, c'est aussi un pourvoyeur de mandats. Nous détenons 350 mandats. Nous sommes dans la vie. C'est à ce titre aussi que c'est une action politique, puisque nous sommes dans les URSSAF, les CAF, au tribunal de commerce, au tribunal de prud'homme. Donc ça, c'est un point important. Nous avons une troisième action qui est en fait de l'accompagnement de nos ressortissants sur tout ce qui va concerner les enjeux, notamment en termes de droit, le droit social, l'aspect fiscal. Et puis, effectivement, aussi, le MEDEF, c'est un lieu de rencontre puisque nous sommes autour de 750 membres et nous sommes avec les fédérations, les syndicats qui sont autour de nous, l'UMM, le bâtiment, la promotion. Nous sommes autour de 3000 entreprises et on peut considérer que ces 3000 entreprises représentent à peu ou prou à peu près la moitié des salariés dans notre territoire. Alors, vous parliez de 750 adhérents. Est-ce que l'ambition, c'est de grossir Bien sûr, bien évidemment, c'est de grossir, puisque on veut agréger, au travers de nos actions et de ces missions, on veut agréger un certain nombre d'entreprises. Pour ce faire, nous allons conduire plusieurs actions, une qui va démarrer très prochainement, puisque nous créons le club des grandes entreprises, les entreprises de plus de 250 salariés, où on va proposer de se réunir. Vous aviez tout à l'heure sur votre plateau Laurent Nicolin, vous aviez Mathieu Massot, vous aviez Agathe Boisdin. Ce sont des gens qui ont des entreprises importantes, qui pèsent en termes de salariés. Ils vont se réunir une fois par mois. Et l'idée, quel est l'objectif de ce club des grandes entreprises? L'idée, c'est que 2 objectifs. Le premier, ça peut être un objectif de remontée, c'est-à-dire qui nous fasse un petit peu, qui nous donne quelques éléments sur l'aspect, sur l'action qu'ils mènent et peut-être les freins qu'ils peuvent rencontrer dans leur action. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça peut être un sujet descendant, c'est-à-dire leur évoquer les grandes tendances du MEDEF, avoir quelques invités. Par exemple, monsieur le préfet nous a déjà dit qu'il serait intéressé d'intervenir. On peut proposer au président du MEDEF national, Geoffroy de Roux-Bézieux, de venir. Voilà, c'est cet enjeu et c'est permettre effectivement d'avoir du retour de l'information. Et puis, deuxième aspect aussi, un aspect important, c'est la jeune génération. Le président Roux-Bézieux, quand il a pris son mandat il y a maintenant 3 ans, a dit « Je veux être entouré d'un comité de direction et je veux créer un comité de direction spécifique avec des jeunes de moins de 40 ans. » On a désigné un par métropole, donc il y en a une vingtaine. Et nous, c'est Arthur Dupuis Parfum, très belle start-up de Montpellier qui nous représente et qui effectivement agit pour faire une sorte de think tank de la jeunesse auprès du MEDEF. Et je vous garantis que de temps en temps, ça pulse. Hein. J'imagine, et on va reparler de ce sujet, mais avant, aborder un point avec vous. Vous êtes un professionnel des ressources humaines, puisque vous avez un cabinet depuis quelques années, RH Partners, où vous êtes... Pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer, mais moi je suis là pour le citer, il n'y a pas de problème. Vous faites partie de la commission sur la refonte du dialogue social au niveau national, au niveau du MEDEF national. Et donc finalement, pour parler de la crise qu'on a traversée, elle amène à repenser un peu le modèle. Et justement, est-ce que vous réfléchissez à ce genre de choses? Comment repenser la culture de l'entreprise? Et justement, en corollaire, vous l'avez un peu dit, mais le rôle finalement d'un syndicat patronal. Alors moi, effectivement, je suis bercé au son du dialogue social depuis longtemps.
l'idée, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la digitalisation. Alors, digitalisation qui a été accrue effectivement par nécessité pendant le confinement, mais la digitalisation qui fait qu'aujourd'hui, il y a une productivité plus importante du fait de la digitalisation. Le deuxième facteur, c'est les jeunes générations. Aujourd'hui, on le constate et on s'aperçoit que les jeunes générations, et d'ailleurs elles infusent vers les générations plus anciennes, veulent effectivement une juste répartition entre une vie professionnelle et une vie personnelle. Oui, le rapport, il a changé. Le rapport a changé. C'est ça. Le rapport, mais ça infuse, puisqu'en fait, c'est les jeunes qui disent ça. Les jeunes, tout le monde participe plus à la vie familiale, mais ça infuse aussi sur... Et le troisième facteur, c'est la crise. La crise qui a apporté aujourd'hui une réflexion, certaines réflexions. Aujourd'hui, quand on dit qu'on ne trouve pas... et un des facteurs du fait qu'on a du mal à recruter, c'est qu'on s'aperçoit qu'une partie des gens ne veut plus travailler, ou tout au moins aujourd'hui est en pause. Et ce n'est pas un phénomène français. Aux États-Unis, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps, c'est exactement un phénomène. Donc en fait, on mène cette réflexion. Et on dit, pour répondre à cette problématique, notamment pour les entreprises qui veulent recruter, on dit la chose suivante: si vous voulez attirer des salariés, il faut être attractif. Et comment on est attractif? On est attractif en ayant une réflexion commune sur une forme de vision partagée, en disant, voilà, effectivement, on va mettre en place ce que nous appelons, nous, une qualité de vie au travail territoriale, QV2T, pour que tout le monde partage. Et peut-être, je vous dirai comment on va faire pour y arriver. Alors, juste d'un mot, justement, est-ce que c'est, dans votre idée, c'était de nous parler de la conférence sociale que vous voulez organiser? Oui, c'est ça. Génial. C'est ça. Allez, parlez-en, juste d'une petite phrase. D'une petite phrase, oui. on va être le premier territoire dans ce domaine, et puis avec bien évidemment l'aval du MEDEF, c'est de dire on va réunir les syndicats patronaux, c'est-à-dire nous, le MEDEF, la CPME, l'UDP, et puis les 5 syndicats représentatifs pour justement dans une conférence sociale réfléchir, pas négocier, réfléchir, et partager un outil commun en disant est-ce qu'effectivement tout le monde est d'accord que la performance économique n'est pas contradictoire à une qualité de vie au travail. Et si on partage tout ça, à partir de là, ça va infuser sur le territoire. Et après, chaque entreprise, à son propre niveau, prendra tel ou tel dispositif pour attirer les collaborateurs. Merci Jean-Marc Oluski. Un président de MEDEF ambitieux, André Deljari? Un ancien président du MEDEF. Et un ancien, moi-même président du MEDEF. Oui. À l'époque, cette maison prenait l'eau. On l'a remise dans les bons rouages qu'il fallait. Aujourd'hui, après Marie-Thérèse Mercier, après Samuel Hervé, aujourd'hui, l'arrivée de Jean-Marc Oluski n'est qu'une bonne chose pour cette belle maison syndicale et je le félicite pour la prise de ce mandat, qui est un mandat qui est aussi compliqué parce que le MEDEF, les syndicats en général, sont un petit peu le poil à gratter, les réflexions de tout ce qui peut se passer. Et nous, chambre consulaire, on est un plus, puisque nous, on est tutelle de l'État, donc on est un petit peu plus des sages qui font qu'on est là pour essayer d'accompagner, de faciliter le territoire sur ce qui s'y passe. Et en plus, on a la chance, ici, dans l'Hérault, d'avoir un territoire fertile. Alors, vous parlez de fertilité. J'ai envie de revenir un petit peu à un sujet qui est un peu fâcheux, mais bon, c'est la sortie de crise. Donc, vous êtes président de la CCI Hérault. Est-ce que la reprise est là aujourd'hui sur notre territoire, André? Alors, pour moi, je ne trouve pas que c'est un sujet fâcheux, pour la bonne et simple raison que quand on voit... Non, mais la crise, je vais y revenir. Pour moi, ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire, j'ai trois chiffres à donner. Premièrement, quand on voit la reprise qui est là, elle est là, les carnets de commandes se remplissent et on voit aussi un facteur très important, c'est le nombre de créations d'entreprises sur le territoire. Globalement, si on prend 2019, c'est une année où il s'est créé 8000 entreprises sur le territoire de l'Hérault. 2020, pleine crise, il se crée 7200 entreprises sur le département de l'Hérault. Et que se passe-t-il en 2021 ? 2021, on est à plus de 10 000 entreprises qui se créent sur le département de l'Hérault. Alors, les esprits chagrins me disent, mais c'est beaucoup de petites entreprises, oui, mais beaucoup de petites entreprises qui, d'abord, nous, par l'accompagnement que nous faisons, ce sont des entreprises qui ont pour vocation de devenir grandes. Et de l'autre côté, si les personnes suivent un parcours consulaire, peu importe, chambre des métiers, chambre de commerce ou chambre d'agriculture, s'ils suivent ce parcours-là, qui est fait par les chambres, on s'aperçoit que 95% des entreprises
existent encore 5 ans après. Et pour moi, c'est ce satisfait que j'ai, qu'il faut passer, c'est les 5 ans. On voit que celles qui ne sont pas accompagnées, à 70%, il y a une certaine problématique, alors que celles qui sont accompagnées, pourquoi ? Il y a les 5 jours pour entreprendre, il y a le suivi, où il y a du conseil avec experts comptables, juristes, qui permettent aussi de voir et de voir différemment l'entreprise sur les territoires. Donc pour nous, on a ce satisfait. Alors après, il y a la problématique de l'emploi. Jean-Marc en faisait allusion tout à l'heure. Évidemment, aujourd'hui, emploi et matières premières sont nos 2 préoccupations, syndicats et chambres de commerce, de façon récurrente. L'emploi, aujourd'hui, je pense qu'il y aura des signaux qui vont être beaucoup plus au vert. On a mis en place ce lundi FaciliJob, qui est une chose très simple, avec une mutuelle, avec les handballeurs, avec la business school, c'est-à-dire qu'on a regroupé des énergies pour dire comment faisons-nous. C'est simple, des gens qui sont en recherche d'emploi, des entreprises qui recherchent du personnel. Il suffit de les mettre sur une plateforme, en fait. On connecte tout ça, on fait du matching et on essaie de voir si le système fonctionne. Et aujourd'hui, on le voit, on a eu plus de 200 emplois qui sont arrivés sur la plateforme. On a 150 demandes de l'autre côté. À nous de faire matcher, à nous de mettre aussi, par l'intermédiaire des CFA que nous avons, appelés aujourd'hui Purple Campus, les 2 CFA les plus importants d'Occitanie, puisque nous formons plus de 1500 jeunes ici sur le département de l'Hérault. Il faut peut-être aussi qu'on invente des formations courtes pour que l'on puisse répondre immédiatement aux entreprises. Alors, vous parlez justement de ce que vous avez mis en place, que vous mettez en place, et ça tombe bien parce que j'ai une question à vous poser. Il y a bientôt des élections qui arrivent, évidemment. On peut parler un peu, si vous voulez, du bilan de cette mandature. Alors déjà, pour rappeler, en 2016, quand vous prenez la présidence de la CCI, elles deviennent, les chambres de commerce, départementales. Donc c'est déjà une évolution forte. Et puis il y a la loi Pacte en 2019 qui vient casser le modèle économique, qui vous impose des réductions de budget, etc. etc. Alors au-delà de l'entrée en matière, on va dire, quel est le bilan que vous portez de votre mandature ? Tout d'abord, je suis obligé de repréciser quelques petites choses. Allez-y. 2011, monde patronal, en effervescence, après mon départ du MEDEF, où il a fallu reconsolider la totalité du monde patronal. 5 ans après, force est de constater, au niveau 2011-2016, que tout s'est très bien passé, que les choses ont bien évolué. CPME, MEDEF et toutes les autres forces, comme l'a dit tout à l'heure très bien Jean-Marc, avec tous les syndicats de branche. Et là, tout le monde est réuni là-dedans. Après, il y a eu, mais ce sont des choses qui ont été faites à ma demande. Aujourd'hui, toutes les chambres de commerce de France ne sont pas départementalisées. Pas encore. Et j'en avais fait la demande. À l'époque, le ministre qui était en charge du dossier à Bercy, il s'appelait Emmanuel Macron. Et on a déposé notre demande de départementalisation avec 7, puisqu'il y avait une chambre de commerce à 7, une chambre de commerce à Béziers, et une, bien sûr, à Montpellier. Et je demandais qu'on puisse les regrouper. Évidemment, le monde patronal, là, j'avais le MEDEF Montpellier, la CPME au niveau de l'Hérault, qui m'ont bien sûr suivi avec les syndicats de branche de ce côté-là du département. Par contre, l'ouest du département, évidemment, ils ne l'entendaient pas de la sorte. Voilà. Force est de constater 5 ans après. Moi, je préfère regarder cela, c'est 5 ans après. 5 ans après, quand on monte avec Jean-Marc Koluski la liste donc pour les élections, on arrive à convaincre le MEDEF de Béziers avec M. Orliac. Donc, chaque fois, les choses sont claires. On avance avec la feuille de route. Qu'est-ce qu'on a fait ? Parce que qu'est-ce qu'on a fait pendant 5 ans ? Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission, André Deljari. Donc, je vais vous demander d'être bon comme vous l'êtes, d'être concis sur cette conclusion générale. Les conclusions générales, moi, je pense que, premièrement, les patrons ont considéré qu'on avait fait le boulot. Comme on a fait le boulot, ils disent il faut continuer. Et les Biterrois et les Sétois l'ont signé de la même façon. Ils ont dit le travail a été fait,
parc d'exposition rénové, inauguration fin du mois, le CFA qui va être rénové d'ici 2023, le CFA de Béziers. Sur 7, on travaille sur le club des croisières et sur toute la partie nautique, économie bleue, avec la ZEM qu'on a signé avec M. Comène, avec le maire et président sur ce côté-là. Et Montpellier, avec l'arrivée de cette belle business school qui va arriver sur 2024, un budget de plus de 80 millions d'euros, un bel investissement, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que l'investissement, c'est aussi dire on veut faire une belle école sur le territoire pour des retombées économiques sur le territoire. Je rappelle que cette école, c'est plus de 300 millions d'euros de retombées économiques. Et en plus, pour dire, voilà, on a aujourd'hui toutes les accréditations. Dernièrement, un classement à Shanghai, seule business school de France au classement de Shanghai. C'est cela, c'est chaque fois comment sur ce territoire on peut l'accompagner pour le faire réussir. Et quand le territoire réussit, la totalité des chefs d'entreprise réussissent. C'est une belle conclusion, cher André Deljari. Merci André Deljari, merci Jean-Marc Oluski, merci d'avoir été avec nous pour le lancement de cette nouvelle chaîne économique. Et longue vie à cette chaîne économique. Merci, voilà, merci vie, messieurs. plein de belles merci choses. messieurs, à très bientôt. C'est un grand plaisir d'être là. Merci. À bientôt. Très bien. Voilà.